Je crois que si on se projette dans le 21e siècle, on doit avoir plusieurs idées en tête. C'est que dans un avenir proche, à moins de 50 ans, il va falloir nourrir 9 milliards de personnes dans le monde. En même temps, essayer de faire en sorte que le système de production participe au freinage du réchauffement climatique. Et en même temps, on a la certitude aujourd'hui, compte tenu des émissions de gaz à effet de serre déjà produites, et compte tenu que les systèmes économiques ne sont pas pour l'instant en train de se modifier pour émettre moins de gaz à effet de serre, donc on va continuer pendant plusieurs décennies, peut-être davantage même, de subir le réchauffement climatique, qui aura aussi des épisodes climatiques extrêmes, de plus en plus nombreux, lesquels épisodes risquent de compromettre les récoltes dans plusieurs régions du monde, y compris d'ailleurs chez nous, puisque chez nous, on dit aujourd'hui que les régions qui vont le plus se réchauffer, c'est les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et PACA notamment. Et notamment la région Aquitaine, grande productrice de maïs, comme on le sait. Donc, se pose beaucoup de questions pour l'agriculture et se pose surtout la question, pour les pays développés comme le nôtre, de ne plus manger dans l'assiette des autres comme nous le faisons aujourd'hui. Alors, quand je dis que nous mangeons dans l'assiette des autres, nous mangeons dans l'assiette des autres quand nous importons énormément de soja pour nourrir le bétail. Nous mangeons dans l'assiette des autres quand le poisson qu'on est en capacité de pêcher dans les eaux territoriales de l'Union européenne sont épuisés dès la fin du mois de mai et que le reste de l'année, eh bien, c'est l'importation à partir de pays tiers, en ruinant leurs ressources d'une façon générale, que l'on permet d'approvisionner les marchés en poissons dans un pays comme le nôtre. Donc, la question de la souveraineté alimentaire doit intégrer tout cela et doit conduire surtout à produire chez soi de manière durable et évidemment ça suppose beaucoup de dispositions, par exemple à défaut de stopper complètement l'artificialisation des sols, c'est-à-dire détruire, comme on le fait aujourd'hui, 67 000 ou 70 000 hectares de terres agricoles pour en faire de l'urbanisation sous tous ces aspects, on ne peut pas, par exemple, continuer à ce rythme-là. Et pour ce qui est de l'agriculture proprement dite, je pense qu'il faut repenser l'agriculture. Par exemple, la question des céréales. Quel doit être le rôle et la place des céréales? L'intérêt des céréales, c'est que ce sont des denrées stockables. C'est vrai du blé, du maïs, du riz, des céréales fourragères, c'est vrai aussi des graines oléagineuses comme le soja, comme le tournesol, comme d'autres. Mais faut-il pour autant produire toujours plus de céréales et d'oléagineux, comme le suggère la FAO? Moi, je pense que non. La FAO nous dit on va avoir 2 milliards d'habitants de plus à l'horizon 2050. Ça suppose qu'on produise 70% de céréales en plus pour nourrir cette population supplémentaire, parce que en même temps que la population va augmenter, donc la consommation des produits carnés dans les pays émergents va aussi augmenter, et il faudra beaucoup de céréales pour nourrir tous les animaux que la population mondiale consommera. C'est un raisonnement de technocrate, je pense, un peu déconnecté des réalités, parce qu'on a pris l'habitude au cours de la deuxième moitié du XXe siècle de nourrir de plus en plus les animaux avec seulement des céréales ou essentiellement des céréales.
Et je pense qu'il faut sortir de ce système, à commencer par les ruminants. Les ruminants sont des animaux qui se portent mieux quand ils mangent de l'herbe. Mais, comme servir des céréales à l'auge donne moins de travail que cultiver de l'herbe, la récolter, etc., la tendance de ces 50 dernières années a été de faire en sorte que les vaches laitières, par exemple, mangent essentiellement du maïs en silage, souvent pendant plus de 6 à 7 mois de l'année, et du soja importé. Moi, je pense qu'il faut sortir de ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, est-ce que nous, consommateurs, nous n'avons pas trop de protéines animales dans nos assiettes tous les jours? C'est une question qu'il faut se poser. Je l'avais abordé brièvement hier, mais je pense que si on veut nourrir effectivement 9 milliards de personnes dans l'horizon 2050, il faudra faire des arbitrages. Si on arbitre en faveur de 80 kg de viande par an et par personne, comme cela se passe en France, sans compter le poisson, dans des pays comme la Chine et d'autres, et toujours pareil chez nous, ça veut dire qu'il faudra beaucoup de déforestation pour pouvoir nourrir toutes ces populations. Et plus il y aura de la déforestation, plus il y aura de réchauffement climatique. Et plus il y aura de réchauffement climatique, plus les récoltes au fil des décennies deviendront aléatoires. On observe déjà ça dans de vastes zones du Brésil, par exemple. On l'observe depuis longtemps en Australie. On observe ça aussi au nord de la Chine. On voit bien qu'il y a des systèmes de production agricole qui sont un peu à bout de souffle. Comment sortir de ça, et pour les humains et pour les animaux? Je pense qu'il faut redécouvrir notamment les plantes potagères qui permettent de produire beaucoup plus un hectare que les céréales. Par exemple, un hectare de luzerne pour les vaches, ça produit 3 fois plus de protéines qu'un hectare de soja. Qui plus est, le soja est souvent importé, alors que la luzerne pousse très bien dans la plupart des régions françaises. Un hectare de betterave fourragère va aussi produire beaucoup plus de protéines, de nutriments, si je puis dire, pas seulement des protéines, qu'un hectare de maïs, par exemple, en silage, ou qu'un hectare de blé ou d'orge dont on n'utilise que la graine. Un hectare de pommes de terre, pareil, produira beaucoup plus de calories qu'un hectare de céréales. Pareil, les choux, les navets, etc., etc. Et puis là, je vais aborder une question qui va peut-être vous hérisser un peu, mais comme je connais bien le sujet, je préfère vous en parler. Tout le monde connaît peu ou prou l'histoire de la vache folle. La vache folle, c'est une maladie qui est arrivée en Grande-Bretagne dans les années 80, parce que, alors qu'on donnait des farines animales aux ruminants, ce qui n'est pas sans doute le choix qu'il fallait faire, ça n'a pas posé de problème pendant plusieurs décennies. Ça a posé des problèmes à partir du moment où, pour que ça rapporte davantage, on a baissé la température et réduit le temps de cuisson des farines animales en question. De ce fait, le prion n'a pas été éliminé et donc a été transmis sous forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob aux bovins, et même il y a eu des transmissions aux humains qui avaient mangé certains morceaux, je dirais, contenant de la moelle épinière ou bien de la céréale, des choses comme ça, donc certains tissus à risque, comme on disait à l'époque. Et donc, dans un premier temps, on a interdit les farines animales aux bovins en Grande-Bretagne, mais on a continué d'exporter des bovins britanniques
dans l'Union européenne, sur le continent notamment, et c'est comme ça que la maladie de la vache folle est arrivée en France, en Allemagne et dans les autres pays de l'Union européenne. On a traîné cette maladie qui aujourd'hui a pratiquement disparu pendant 2 décennies à peu près, et des contaminations sont venues de diverses manières. On a dit que des animaux n'ayant jamais mangé de farine d'animal avaient contracté la maladie parce que c'était des veaux de vaches qui avaient déjà couvé la maladie. Ensuite, il y a eu des fraudes sur l'alimentation du bétail, à savoir que des entreprises françaises ont acheté frauduleusement des farines d'animal britanniques qui n'étaient plus utilisées en Grande-Bretagne et qui ont transité par l'Irlande et la Belgique pour être finalement exportées en France. Enfin, il y a eu tous ces trafics-là. Et pour finir, en France, Jacques Chirac, un beau matin, président de la République, il me semble que c'était fin 2001, juste à quelques mois des élections présidentielles, comme le gouvernement avait l'intention d'interdire les farines d'animal pour tous les animaux, à savoir aussi bien pour les volailles, les cochons que pour les ruminants. D'ailleurs, l'interdiction pour les ruminants est datée de 1997 dans tous les pays de l'Union européenne. Donc Chirac a devancé le gouvernement en disant qu'il exigeait immédiatement la fin des farines d'animal pour les cochons, pour les volailles, etc., etc. Et depuis cette date, on produit toujours autant de farines d'animal, sauf que elles vont alimenter les cimenteries. Donc on les brûle en cimenterie. Alors pourquoi je dis tout ça? Moi, vous avez vu comme moi récemment qu'il y a eu un autre scandale qu'on a appelé le scandale des lasagnes à la viande de cheval à la place de la viande de bœuf. Parce que figurez-vous, dans les farines animales, il y avait et il y a toujours 2 catégories de produits. Il y a les cadavres d'animaux récoltés dans les fermes par l'équarrissage, et il y a les restes des abattoirs qui sont des animaux dûment contrôlés à leur entrée dans les abattoirs. Et dans ces restes d'abattoirs, comme on ne peut plus les vendre pour faire des farines d'animal, on est contraint de les donner, on racle les os, on racle tout, la graisse, les morceaux de collagène et autres, et ça sert à faire de la sauce bolognaise ou ça sert à faire des lasagnes. Je veux dire par là que nous mangeons aujourd'hui ou une partie de ce qu'on ne transforme pas en farine d'animal pour le bétail. Et donc la question que je pose est la suivante: est-ce que c'est déraisonnable, serait-il déraisonnable de redonner des farines d'animal issues des abattoirs aux volailles et aux cochons? Les cochons sont des omnivores, les volailles, elles ont besoin de protéines d'animal, notamment les poussins. Quand vous êtes éleveur de dinde, et j'ai des gens dans ma famille qui sont éleveurs de dinde, quand les farines d'animal ont été interdites, c'était beaucoup plus difficile de démarrer des poussins de poulet comme les poussins, les dindonneaux, quand on est venu à 100% d'aliments d'origine végétale. Donc, on sait produire des farines d'animal de manière sécurisée, mais comme on a mis dans la tête des gens que la maladie de la vache folle venait des farines d'animal, dans l'opinion publique, la peur des farines d'animal persiste, d'autant plus que la presse a fait des tonnes et des tonnes là-dessus de façon souvent déraisonnable. Moi, comme journaliste, j'ai suivi tous ces dossiers de bout en bout, et même dans ma propre rédaction à l'Humanité, quand on connaissait le dossier comme moi, il fallait un peu tempérer les propos de certains confrères de la rédaction qui étaient assez prompts à hurler avec les loups de manière totalement
raisonner des fois. Donc, je vous dis tout ça parce qu'il me semble que recycler les farines d'os et de déchets d'abattoirs peut se faire avec des produits totalement sécurisés. Autant je pense qu'il ne faut pas en donner aux ruminants, autant je pense que pour les volailles et les cochons, au contraire, parce que quand on dit farine d'animal, ça veut dire aussi que ces farines-là entrent à hauteur de 2 à 5% dans les aliments composés qui sont essentiellement des végétaux. Donc c'est pas 100% de farine, c'est pas 100% de production carnée qui sont donnés aux volailles et aux cochons. Et on pourra éventuellement en discuter tout à l'heure. Mais je dis ça parce qu'il va falloir aussi apprendre à utiliser et à recycler de manière rationnelle tout ce qui permet, sans risque, de nourrir les animaux. Après cet aparté, je vais vous parler de pratiques agronomiques. Si on veut avoir des terres fertiles dans les prochaines décennies, en sachant que l'énergie fossile coûtera de plus en plus cher, en sachant que les engrais coûteront également de plus en plus cher, il va falloir mettre en application des technologies que l'on connaît déjà, qui ont fait leurs preuves, mais que trop peu d'agriculteurs pratiquent aujourd'hui. Je veux parler là du travail simplifié des sols. Le travail simplifié des sols, c'est le semis sans labour. On gratte le sol et on sème directement, après avoir broyé préalablement la couche de végétaux qu'il pouvait y avoir sur le sol. Par exemple, si vous avez un couvert végétal qui est composé de moutarde, la moutarde, c'est pas seulement une graine, c'est une plante qui pousse aussi et qu'on sème souvent pour faire des couverts végétaux. Vous semez ça à la fin de l'été, et puis si vous faites une culture de printemps, vous broyez cette moutarde qui a souvent cette hauteur-là et qui vous fait une couche comme une éponge d'ailleurs quand il pleut pour récupérer le pluie, et que les vers de terre vont ensuite détériorer, etc. Et ça vous fait de l'humus, ça vous fait un engrais. Donc si vous pratiquez comme ça, on s'aperçoit qu'au bout de 10-15 ans, il y a un enrichissement considérable des sols avec une multiplication des vers de terre. Les vers de terre jouent un double rôle très important. Le premier, c'est qu'ils transforment les végétaux en humus, et le deuxième, avec toutes les galeries qu'ils font, eh bien, ils favorisent la pénétration de l'eau dans le sol au lieu d'avoir du ruissellement que l'on a quand on fait du labour, parce que quand on fait du labour, surtout sur des terres en pente, la pluie, quand elle tombe de manière abondante, elle forme de la boue elle ruisselle en plus, et vous avez parfois dans des régions pentues maintenant, quand vous circulez en train ou en voiture, vous pouvez voir sur des terres récemment labourées où il y a des zones où la terre est blanchâtre parce que tout l'humus est déjà arrivé au fond de la vallée. Donc, ça, moi j'ai rencontré les paysans qui pratiquent ces techniques de semis sans labour et de travail simplifié du sol. Ils ont de bons résultats économiques, ils économisent beaucoup de carburant dans un deuxième temps, des carburants et des engrais dans un premier temps, et des carburants et des engrais dans un second temps. Donc, ça réduit les coûts de production et c'est une solution d'avenir à mon avis. Ensuite, j'en ai un peu parlé hier, mais les mélanges de graminées et de légumineuses pour les animaux herbivores, c'est quelque chose de très important. D'autant plus que maintenant aussi, on a des technologies nouvelles. Par exemple, vous pouvez maintenant faire du séchage en grange de votre foin. Vous coupez le foin quand la météo vous donne 2 ou 3 jours de beau temps garanti, vous laissez sécher une journée ou deux, vous le récoltez encore vert, vous le mettez dans une grange avec un système de séchage qui est très peu gourmand en énergie, et donc en faisant des couches successives comme ça, eh bien, on a une herbe ou un foin de qualité dont l'essentiel du séchage est fait en grange, ce qui
avec une plante comme la luzerne par exemple, en récoltant avant que ce soit complètement sec sur le champ, permet de ne pas avoir de perte donc, sur la parcelle. Il y a aussi des associations de plantes différentes que l'on peut trier après la récolte. Au mois d'août dernier, en revenant d'une conférence que j'avais faite dans un centre de vacances, je suis allé voir un groupe de paysans en Vendée, sur un GAEC, un groupement d'exploitation en commun, où ils sont 4 associés plus 3 salariés sur une ferme de 260 hectares. Donc c'est une grande ferme, mais par associé, ça fait un peu moins de 50 hectares, donc c'est pas énorme non plus. Et eux, depuis 1983, ils ont beaucoup modifié leurs pratiques. Ils sont en agriculture biologique depuis 1997. Ils ont 100 vaches laitières, ils ont un élevage de volailles fermières bio, de poulets d'une part, de pintades d'autre part. Et ils ne sèment jamais une seule plante. C'est toujours des plantes associées. Par exemple, ils sèment du blé avec du bois protéagineux et de la févrole. 2 légumineuses et une graminée. Le blé sera vendu pour faire du pain bio et la févrole et le bois protéagineux entreront dans l'alimentation du bétail. Alors il faut trier à la machine à la sortie de la moissonneuse batteuse, mais c'est pas compliqué à faire. Et un de ces paysans m'a raconté qu'en pratiquant de la sorte, il avait du blé avec 13% de protéines, alors que ceux qui doivent forcer sur les engrais azotés dans la Beauce et ailleurs avaient du mal cette année à atteindre 11%. Or, en dessous de 11% de taux de protéines dans le blé, on a du mal à faire une pompe. Avec le sien, il n'y avait pas de problème. Par quel miracle il avait 13%? C'est tout simple. Parce que le bois, comme la févrole, capte l'azote de l'air sur la racine, s'en nourrissent et nourrissent le blé par la même occasion. Donc, non seulement on ne met pas d'engrais azoté, mais on a un blé plus riche en protéines que ceux qui forcent sur l'engrais azoté. On voit là qu'il y a des formes d'agriculture savante qui permettent de produire mieux avec moins, mais qui évidemment n'arrangent pas les marchands d'engrais. Et les marchands d'engrais, essentiellement aujourd'hui, c'est aussi des coopératives agricoles présidées par les paysans, qui ont des directeurs financiers par ailleurs, etc., et qui pensent d'abord au business. Donc on voit bien que cette agriculture savante, bien que les paysans en fassent la démonstration de son efficacité, elle a du mal à faire son trou en quelque sorte, parce qu'on a pris des habitudes qui sont des habitudes de recours massif aux engrais, etc. Et puis, il y a la question de la place de l'arbre. Faire de l'arbre un intrant au lieu d'un intrus, comme a dit un paysan du Gers, dont je vais vous parler maintenant. Je dis ça parce que l'agriculture intensive que nous avons aujourd'hui n'est pas du tout une agriculture inventive. À sa manière, l'agriculture médiévale était très inventive dans certaines régions du monde. Certes, elle n'avait pas la connaissance des bonnes pratiques agronomiques dont je viens de parler tout à l'heure, avec le semis sans labour et des choses comme ça, ce qui fait que l'agriculture médiévale était obligée, puisqu'il n'y avait pas d'engrais non plus, de pratiquer la jachère, c'est-à-dire de laisser le sol se reposer. Mais avec les techniques qu'on a aujourd'hui, de semis sans labour et de couverts végétaux, eh bien, on n'a pas besoin de faire de la jachère. Et donc, on peut cultiver tous les jours tout en améliorant l'état des sols. Et l'agriculture chimique a fait des paysans, je crois, les assister de la chimie un peu, et ils ont du mal à sortir de ce piège. D'où l'intérêt de l'agriculture biologique, qui est une agriculture très inventive, mais, comme je l'ai dit hier, pour l'instant, ça ne concerne que très peu. Il y a un agronome qui s'appelle Michel Griffon, qui a beaucoup travaillé sur des
des agricultures intermédiaires un peu sur la meilleure façon de sortir de l'assistance chimique. Et au terme d'un quart de siècle de travail et de plusieurs livres, Michel Griffon parle d'agriculture écologiquement intensive. Alors quand on entend le mot intensif, des fois ça fait dresser les cheveux sur la tête de certains, mais la manière dont en parle Michel Griffon n'est pas celle-là. Il a l'habitude de dire, dans le système que je propose, seule l'écologie est intensive. Ça veut dire qu'il faut, ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de cette exploitation de Vendée, faire de plus en plus d'associations de cultures afin que les unes et les autres se soutiennent alors qu'on a beaucoup plus de problèmes de maladies, par exemple nécessitant des traitements chimiques quand on fait de la monoculture. Et donc, cette culture d'association, eh bien, elle permet au bout du compte de produire plus avec moins d'engrais. Pas forcément d'avoir des rendements plus gros qu'avec des engrais chimiques, mais quand on fait le bilan à la fin, bilan carbone compris, le bilan est positif sur toute la ligne. J'ai d'ailleurs rencontré, j'en parle dans ce livre, un jeune agriculteur de Nord-Pas-de-Calais qui, quand il s'est installé avec ses parents, a tenu à modifier un certain nombre de choses, en commençant par convertir en agriculture biologique une partie de la ferme, et ce faisant, il s'est mis, parce que c'est une ferme à dominante laitière, avec betterave sucrière pour une partie, mais c'est une ferme à dominante production laitière, un peu de céréales pour la vente. Et en convertissant quelques hectares en agriculture biologique, il a fait du blé qu'il transforme en farine. Il vend la farine à des particuliers, surtout qui font leur pain chez eux, dans les petites boîtes que certains connaissent, mais pas seulement. Et il a aussi un élevage de poulets fermiers et un élevage de poules pondeuses bio qu'il vend directement. Sur la partie biologique également, il fait quelques légumes qu'il vend directement, voire des produits transformés. Et le reste de l'exploitation est dans l'agriculture, disons, traditionnelle, mais aussi avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le travail simplifié du sol, le semis sans labour, les mélanges de légumineuses et de graminées pour les vaches laitières, tant et si bien que la dernière fois que je suis allé le voir, je l'ai à 3 reprises, eh bien, il avait monté son système de séchage en grange. Il m'a expliqué qu'il avait voulu le faire avec 3 jeunes de sa commune en ayant un bâtiment commun, mais les 2 autres n'ont pas voulu marcher avec lui, ce qui fait qu'il a dû le faire tout seul. Mais le résultat est que, avec ce système, le prix de revient de son litre de lait est beaucoup plus bas qu'avant, et il n'a plus besoin de cultiver du maïs, ni d'importer du soja. Donc là aussi, c'est un exemple de réussite qui est absolument remarquable. J'en viens maintenant à l'agroforesterie. C'est quoi l'agroforesterie? Eh bien, c'est planter les arbres dans les champs qu'on cultive. Et ce faisant, en plantant une 50aine d'arbres par hectare, vous avez, si vous faites du bois d'œuvre, au bout de 40-50 ans, vous récoltez du bois, en plus de vos récoltes annuelles de blé, de maïs, de tournesol ou autre. Et la rentabilité de la parcelle, évidemment, s'améliore beaucoup à mesure où vous vendez du bois d'œuvre, plus vos récoltes annuelles. Mais en attendant, je dirais, eh bien, les arbres jouent un rôle très positif, à plusieurs titres. Parce qu'ils sont en plaine, face au vent, ils doivent s'enraciner beaucoup plus profondément, ils vont chercher des nutriments dans la roche verte qu'ils ramènent par leurs racines de surface, mais aussi par la tombée des feuilles tous les ans, ce qui conduit à enrichir les parcelles en humus. Deuxième intérêt, comme leurs racines sont profondément ancrées dans le sol et qu'elles n'entrent pratiquement pas en concurrence avec le blé
fait qu'au lieu de migrer vers les nappes phréatiques, eh bien, ce résidu d'azote, il sert à faire grandir les arbres, si je puis dire, de cette manière-là. Et l'arbre est aussi un capteur de carbone de par son feuillage. Et donc, vous avez un rôle économique plus un rôle écologique. Mais on peut faire mieux. J'ai rencontré dans le Gers ce paysan qui, par exemple, est en agriculture biologique et qui produit essentiellement de la viande bovine qu'il vend directement. Il a commencé à planter des arbres. Il m'a dit qu'il allait continuer. Par exemple, disait-il, je vais planter des châtaigniers. Et en plantant des châtaigniers, eh bien, j'aurai des châtaignes pour vendre à mes clients qui achètent de la viande au moment des châtaignes. Je vais planter des noyers. J'aurai aussi des noix à vendre à mes clients qui achètent comment dirais-je, de la viande à la ferme. Je vais planter, comment dirais-je, des pêches de vigne. Et je vais planter du raisin de table parce que dans le Gers, on peut avoir du raisin. Et donc, il est en train d'imaginer un système où, au lieu de vendre un seul produit, il va peut-être en vendre une dizaine à différentes périodes de l'année. Son père, qui est retraité, a fait des essais entre les arbres, à l'intérieur des lignées d'arbres, de planter des carottes, des choux et d'autres produits de plein champ. Et on s'est aperçu que ça poussait mieux que dans le jardin, mais beaucoup moins de maladies. Donc, quand je parle d'agriculture inventive du XXIe siècle, ce n'est pas une vue d'esprit. Il y a des gens très motivés, très impliqués, qui savent le faire déjà. Et en même temps, on sait bien aussi que les gens qui sont dans la grande culture, dans la grande cavalerie, n'ont pas envie de changer de système. Donc, je pense que les changements prendront un certain temps, mais ça peut quand même évoluer assez vite dans les prochaines décennies. Et si les exemples comme celui-là se multipliaient, ça conduirait d'autres à faire les mêmes choix assez vite. Parce que là aussi, combien de temps il me reste là? Un quart d'heure. Un quart d'heure, oui, ça ira. Ouais, il y a un débat, évidemment. Donc, on peut mais c'est souvent compliqué parce que, par exemple, les techniques de semis sans labour, on s'est aperçu que les conversions étaient plus nombreuses quand les céréales étaient bon marché. Pourquoi? Parce que le paysan était conduit à se dire, mince, si je ne laboure pas, peut-être que je vais économiser un peu. Sauf que, quand les céréales sont à plus de 200 € la tonne, en général, on préfère se dire, oh, j'assure, je laboure, puisque j'ai de la marge, et je mets plus d'engrais, etc., et je mets plus de pesticides, d'autant plus que la propagande des firmes semencières et la propagande des chimistes comme Bayer et les autres, ben, c'est de dire, à travers des revues qu'ils envoient aux paysans, avec des exemples précis, j'en donne deux dans ce bouquin, quelqu'un qui dit cette année, j'ai préféré assurer en mettant des traitements chimiques à 2 ou 3 reprises contre les maladies, et en faisant cela, j'ai la garantie que ma marge brute à l'hectare va augmenter, alors que si je n'avais pas traité, je courais le risque d'avoir des rendements moindres, etc., etc. On fait donner par les paysans, à partir de leur propre expérience, des arguments de ce type pour convaincre les autres de recourir toujours plus à la chimie quand les céréales sont chères. Quand les céréales sont bon marché, ça marche moins parce que des fois, on met des traitements qui ne servent à rien et donc à la fin, on a perdu de l'argent au lieu d'en gagner. C'est pour vous dire à quel point les choses sont compliquées et n'avancent pas très vite. Je voulais aussi vous parler de ce qu'on appelle les ceintures vertes autour des grandes villes. Là aussi, il y a d'énormes possibilités parce que plus on produira des denrées périssables à proximité des bassins de consommation, mieux ça vaudra.
France a très peu de produits maraîchers et encore moins d'arboriculture. On sait pourtant que les pommiers, les poiriers, les fraisiers et autres eh bien, peuvent donner de très bons rendements en Île-de-France. Pourquoi ça ne se fait pas? Eh bien, parce que ce qui était à proximité des villes a été urbanisé, et plus loin, on préfère, en Seine-et-Marne et ailleurs, produire des grandes cultures pour l'exportation, genre blé, maïs, colza et autres. Moi, j'ai rencontré à Saint-Mond-la-Bretèche il y a quelques années, j'en parle dans ce livre également, parce que c'est un exemple assez typique et assez intéressant de ce point de vue. C'est un paysan de la Confédération paysanne, c'est peut-être pas innocent, qui, sur ses 85-90 hectares avec sa femme, avait du mal à s'en sortir dans les années 2000-2005 en ne faisant que des céréales. Et donc, ils se disent un jour, comme il y avait un verger avant à côté de chez eux, quelqu'un qui prenait sa retraite, on va acheter le verger et on va convertir 5 hectares en maraîchage. Ils ont fait ce pari, et en faisant ce pari, il a fallu bien sûr trouver des marchés pour la vente directe. Donc ils font 3 marchés par semaine dans des villes environnantes, ils vendent des paniers à la ferme et ils font la guerre de Versailles une fois par semaine. Et en adoptant cette stratégie, ils ont, au lieu d'avoir 2 emplois mal rétribués sur l'exploitation, ils ont désormais 5 emplois, dont celui de leur fils qu'ils ont installé avec eux et qu'ils n'auraient pu installer autrement, plus 2 salariés correctement payés. Donc 5 personnes sur la ferme au lieu de 2 et des revenus meilleurs pour tout le monde. Alors c'est un travail un peu différent, évidemment. Il y a le maraîchage en plus il faut cueillir les poires, cueillir les pommes, etc. Mais le pari est un pari gagnant. Et je me dis, moi, que cela est possible sur beaucoup d'exploitations. Alors comment on ne peut pas obliger les gens à faire? Est-ce qu'il faut réquisitionner de la terre? Est-ce qu'il faut des systèmes d'achat de terre avec terre de liens et autres pour installer des maraîchers? Sans doute qu'il faut tout cela à la fois. Mais moi, je me dis que si certains paysans qui ont une grosse ferme avaient l'intelligence de se dire, souvent une grosse ferme qu'ils auront du mal à transmettre quand ils prendront leur retraite, s'ils n'ont pas de successeur. Il serait possible, par exemple, de convertir une partie de ces exploitations en maraîchage et d'installer des jeunes à côté de ceux qui sont déjà exploitants. La FNSEA et les jeunes agriculteurs disaient pendant la campagne des élections pour les chambres d'agriculture de 2012 qu'ils étaient pour une agriculture de projet. Je n'ai pas vu concrètement beaucoup de projets, mais si vous voulez avoir une agriculture de projet, je pense que, par exemple, on pourrait, sur une exploitation de 200 hectares, peut-être qui est tenue par 2 personnes, installer 4 autres personnes, des jeunes agriculteurs, à qui on pourrait donner la dotation de jeunes agriculteurs pour peu qu'ils créent sur telle exploitation, une ou plusieurs activités nouvelles de maraîchage et d'arboriculture. Ça, c'est du domaine du possible. Il faudrait des mesures incitatives sans doute, et la dotation jeunes agriculteurs pourrait être une, si on l'intégrait dans la loi d'avenir que Stéphane Le Foll est en train de préparer. Parce qu'on sait aussi, et ça ce n'est pas vrai que pour la France, tout ce qui est mesures coercitives ne marche jamais très bien dans l'agriculture. Donc moi je suis plutôt pour des mesures incitatives que pour des mesures coercitives. Je voulais vous faire part aussi d'une autre expérience, comme c'est pas loin de Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes, c'est à la Chapelle-sur-Erdre. Je connaissais quelqu'un qui était ouvrier chez Renault dans le temps, quand moi j'étais ouvrier chez Cléber-Colomb, qui un jour, en a acheté un de mes livres, m'a dit, tu sais, ma fille, elle est maraîchère à côté de Nantes, tu devrais aller la voir. Alors je suis allé la voir, effectivement, et c'est une personne qui a été dans la coopération internationale, dans les ONG, c'est là qu'elle a rencontré son conjoint qui est vendéen, et
quand ils ont voulu revenir en France, après plusieurs années de coopération, ils se sont aperçus que c'était pas facile de trouver du travail. Et finalement, comme lui, il avait une formation agricole au départ, ils ont trouvé à la Chapelle-sur-Erdre une ferme de 25 hectares dont l'exploitant venait de décider totalement et dont la femme était à peu près à l'âge de la retraite. Mais cette ferme était convoitée par le roi Merlin, pas pour faire de l'agriculture évidemment, mais pour s'installer, parce que c'est à la sortie d'une bretelle d'autoroute pas loin de Nantes, et donc c'était pour étaler son business pour les bricoleurs du dimanche et autres. Et finalement, avec l'aide de la Confédération paysanne et d'autres associations, et la commune de la Chapelle-sur-Erdre, eh bien la ferme a été maintenue donc comme exploitation agricole, et ce couple de jeunes agriculteurs a obtenu d'avoir un bail de 18 ans de manière à voir venir. Et ils ont créé là-dessus du maraîchage et des poulets de chair et des poules pondeuses. Et ça marche en arabe pour l'essentiel. Et vente directe évidemment, fourniture de produits aux Arabes, des œufs, de la volaille, etc., à tel point que les Abapiens, comme on dit, eh bien, plusieurs fois par an, viennent donner un coup de main quand on a besoin, par exemple, de nettoyer à la main les parcelles de légumes, ou pour vider le poulailler, on fait une fête ce jour-là, et les mêmes Abapiens, eh bien, quand les poules pondeuses sont en âge d'aller à l'abattoir, eh bien, ils en achètent une partie pour faire de la poule au pot, ce qui fait qu'au lieu de les exporter en Afrique, eh bien, ils sont consommés ici. Et tout le monde, dans cette affaire, est absolument content. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des solutions que les gens inventent entre eux, souvent en marchant, et qui ne viennent pas du pouvoir politique. Ce qui est d'ailleurs dommage, parce que je pense que le pouvoir politique pourrait faire beaucoup plus. Alors, comment aller plus vite dans ce domaine? Évidemment, la formation qui a été dispensée dans les lycées agricoles depuis une cinquantaine d'années, je pense, n'a pas aidé à orienter les jeunes vers des agricultures beaucoup plus inventives. On a surtout formé les gens pour être adaptés au système intensif qui dure depuis des décennies. Il arrive toutefois que les lycées agricoles modifient leur façon de faire. Quand le ministre de l'Agriculture, en décembre dernier, a fait un colloque à Paris pour un peu lancer le débat sur ce qu'il fallait mettre dans la loi d'avenir, qui sera discutée normalement au Parlement avant le printemps prochain, eh bien, il y a eu plusieurs interventions de gens dont je suis allé voir certains après, comme j'étais en train de faire ce livre, pour voir comment ils évoluaient aussi, ce paysan du Gers dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, et puis aussi une proviseure de lycée agricole à côté de Limoges, ici, à Vazec, ou Vazec, je ne sais pas comment ça se prononce. Je suis allé les voir parce qu'ils ont commencé là aussi, parce que c'est un lycée agricole qui a une grosse ferme avec des bovins limousins et avec des moutons. Et ils ont, depuis quelques années, fait de sorte que, par exemple, on associe des graminées et des légumineuses, ce qu'ils ne faisaient pas avant, pour avoir une nourriture plus riche pour les animaux. Ils ont pris le parti de récupérer tous les végétaux que la communauté de communes récolte sur ces pelouses pour le mélanger au fumier pour en faire du compost. Ils ont pris le parti de faire du foin sur la base aérienne de l'aéroport de Limoges. Et en faisant tout cela, eh bien, ils font évidemment des économies et ils améliorent l'état des sols de l'exploitation qu'ils ont. Mais, parce qu'il y a peut-être un petit mais, comment c'est venu tout ça? Quand je suis allé les voir, en discutant avec un des professeurs, il m'a fait une révélation
que l'on ne m'avait pas faite au départ, c'est que c'est à un moment donné, parce que les aides attribuées au lycée commençaient à être très, très justes, qu'ils se sont posé la question, c'est un peu la même histoire que celle de ceux qui recourent aux pratiques de semi-sans-labour, c'est parce qu'ils avaient du mal à fonctionner avec des aides en diminution qu'ils se sont creusés les méninges pour dire comment on va parvenir à avoir une exploitation qui fonctionne mieux avec moins d'argent, et donc c'est sous la contrainte aussi quelque part qu'ils sont devenus plus inventifs. Alors est-ce qu'il faut des contraintes tout le temps pour qu'on devienne plus inventif? Moi je souhaite que non, mais certaines expériences que j'ai observées aboutissent à cela. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des schémas qui sont installés dans les têtes depuis longtemps et que c'est assez difficile de faire bouger les choses. Un autre exemple me fait dire cela. Je ne sais pas si ça peut parler à quelques-uns d'entre vous, mais en 1978, c'était un peu après deux crises pétrolières qui avaient renchéri considérablement le prix du pétrole. Le directeur adjoint de l'INRA, qui s'appelait Joseph c'était le journaliste, Jacques Poli avait fait un rapport intitulé « Pour une agriculture plus économe et plus autonome ». Et il préconisait déjà un peu tout ce que je viens de dire, et notamment les ménages de graminées légumineuses pour être moins dépendants du soja importé, etc., etc. Ce rapport était très intéressant, mais il a été vite enterré. Il a été enterré parce que ça nuisait aux intérêts des firmes de l'agro-business, des marchands d'engrais, etc., etc. Et même les chercheurs de l'INRA n'ont pas travaillé là-dessus. Après, ils y reviennent un peu maintenant, mais seulement maintenant et encore contre un forcé, parce que là encore, c'est le prix de l'énergie, le prix des engrais qui commence à poser des questions. Donc, il va y avoir une loi d'avenir, qu'est-ce qu'il y aura dedans, comment ce sera négocié, quel sera le compromis avec la FNSEA, parce que ça passe souvent par là. Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Il y a possibilité de faire des choses intéressantes, comme il y a possibilité d'utiliser, je crois, de manière intelligente, ce que la France met en place dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Dans les coopératives, on peut faire beaucoup pour peu qu'elles soient gérées autrement, mais c'est un combat, parce que le jeune paysan du Nord-Pas-de-Calais dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, avec 3 autres jeunes, a investi sa coopérative, il a mené le combat, ils ont fini par faire démissionner le président et le directeur financier. Un autre président a été nommé, et depuis les choses vont beaucoup mieux, parce qu'on va diversifier la production laitière de la coopérative, alors qu'avant, elle était surtout sur de la poudre de lait, etc., etc. Vous voyez, c'est des combats de tous les jours, de tous les instants. Pour quelques mots, finalement, sur la FNSEA, on sait que c'est le syndicat majoritaire, plus de 53% aux élections au champ de l'agriculture de 2012, avec les jeunes agriculteurs, plus 2 ou 3 listes dissidentes qui ont fait 2% à peu près au niveau national, ça veut dire plus de 55%. À côté, si je puis dire, il y a la coordination rurale qui est une organisation corporatiste plutôt marquée à droite et qui a fait 20%, ça veut dire environ 80% pour un syndicalisme plus ou moins marqué à droite. Et en même temps, comme la FNSEA, même quand ils sont à droite, ce ne sont pas tous d'affreux réactionnaires. Il faut voir par exemple que sur la déclinaison française de la réforme de la PAC, les FDSEA départementales qui sont dans des zones d'élevage, elles sont plutôt d'accord avec ce que propose Stéphane Le Foll, et notamment la surprime aux 52 hectares, aux 52 premiers hectares de chaque ferme, alors que les gros céréaliers, évidemment, crient à la spoliation, etc., etc. Donc, y compris avec les FDSEA, on peut faire avancer des choses. Après, il faut
être persuasif, il ne faut pas rompre le dialogue, parce que de toute façon, moi je dis quelque part, les changements, ils se feront aussi avec la FNSEA ou contre elle, mais s'ils se font contre elle, ça prendra du temps, ça sera beaucoup plus compliqué. Et donc, après, je dirais, c'est aux politiques de jouer, mais comme je le disais hier, les partis politiques en France, je crois que sur l'agriculture, ils ont oublié de réfléchir depuis une trentaine d'années. Ça vient sans doute du fait que le monopole de la proposition revient à la Commission, mais c'est un handicap pour mettre en place une agriculture inventive dans les prochaines décennies. Voilà, moi je vais m'arrêter là, mais je pense que les possibilités sont énormes, mais je pense aussi que les esprits ne sont pas encore mûrs tout à fait pour, à grande échelle, faire avancer les choses. Voilà.